Mais bonjour tout le monde, bienvenue à une nouvelle capsule dans l'univers légal de la santé mentale, de santé famille. J'ai le privilège de recevoir aujourd'hui Karine du CAVAC pour nous parler des victimes d'actes criminels. Et avant de lui laisser la parole, je trouvais vraiment important de pointer encore une fois, quand on parle de victimes d'actes criminels, de rappeler quand même que ce n'est pas la majorité des personnes qui vivent avec un problème de santé mentale qui vont commettre des actes criminels, encore moins à l'égard de leurs proches, mais ça fait partie de la réalité de certaines familles. Puis c'est important d'ouvrir la discussion sur le sujet. Donc, c'est la raison d'être de cette belle capsule aujourd'hui. Voilà, donc sans plus tarder, mais j'ai envie de vous introduire Karine, si tu veux te présenter et présenter le CAVAC en quelques mots. Merci Marie-Ève. Donc oui, moi je suis Karine McDonald, je suis criminologue, j'exerce auprès des personnes victimes depuis maintenant 20 ans. Le CAVAC, pour les personnes qui ne connaîtraient pas, l'acronyme, c'est le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels. Puis tu fais bien de le préciser que c'est pas toutes les personnes victimes, que les personnes qui souffrent d'un trouble de santé mentale qui vont commettre des actes criminels. C'est une exception et malheureusement, dans les médias, c'est beaucoup ça qu'on met de l'avant et ça peut créer des inquiétudes. Donc, aujourd'hui, on fait la capsule justement pour au moins dire qu'il y a des recours, il y a des façons de recevoir de l'aide, mais c'est pour la petite exception. Oui, tout à fait. Merci, Karine, de cet ajout-là. C'est tellement important parce qu'il y en a énormément de stigmatisation, de préjugés qu'on entend, entre autres dans les médias, sur les réseaux sociaux de tous les côtés. Puis, ça fait partie de notre mission chez Santé Famille de démonter ces préjugés-là. Puis, le CAVAC aussi fait un beau travail en ce sens-là, d'une façon bien différente, mais tout aussi complémentaire. Donc, c'est vraiment un plaisir de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. J'ai envie de te lancer ma première question qui est comme celle de base souvent parce que les proches, quand ils vont être victimes d'un acte criminel, vont souvent se sentir désemparés, ils vont avoir toutes sortes de questions, puis ils vont peut-être même minimiser le geste de leurs proches pour toutes sortes de raisons. Donc, j'ai envie que tu nous aides à comprendre c'est quoi exactement un acte criminel qui peut mener les proches à porter plainte. Ben, comme tu disais en introduction, c'est que c'est pas évident pour un proche de croire qu'ils sont victimes d'un acte criminel de leur enfant, donc ou d'un frère ou peu importe là, mais c'est un acte criminel, ben c'est toute chose qui se retrouve dans le code criminel, donc tout article de loi, mais concrètement une personne pourrait être victime par exemple de menaces. Si la personne, elle lui demande des sous, puis elle lui dit, ah ben non, je te donnerai pas d'argent, ben elle pourrait dire, ben si tu me donnes pas de sous, ben alors je vais faire telle ou telle chose, comme menacer de voies de fait ou menacer de couper des vivres, par exemple. Ça pourrait être aussi du harcèlement, tu sais, de toujours revenir, d'envoyer 15, 20, 40 messages par jour pour obtenir ce qu'ils veulent. Ça peut être des voies de fait aussi. Ça peut être vraiment très, 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 très large, les actes criminels, mais c'est très difficile pour les personnes de dénoncer quand ils sont victimes. Premièrement, parce qu'ils ne réalisent pas que ce qu'ils vivent, c'est un acte criminel. Et deuxièmement, ils sont pris parce qu'on a la perception que quand on est victime, ben, on n'aime pas l'agresseur, on lui en veut et tout ça. Mais dans ces situations-là, la personne aime toujours autant son proche. Mais là, être victime d'actes criminels signifie dénoncer à la police. Donc, on ne veut pas de mal à notre proche. Fait que ça crée vraiment un dilemme où est-ce que la personne est confrontée entre les émotions d'amour qu'elle a envers son proche et le fait qu'elle, elle n'est plus bien dans la relation parce qu'elle est victime, n'est plus en sécurité. Donc, c'est un dilemme qui est extrêmement difficile pour les personnes, mais c'est important. Souvent, la dénonciation va être la seule façon de se protéger parce que pour les gens qui nous écoutent, plusieurs ont peut-être déjà tenté là, de faire évaluer contre son gré les personnes, mais malheureusement, tant que la personne n'est pas volontaire, on peut pas obliger quelqu'un à recevoir des soins. Le système de justice le peut. Donc, c'est souvent comme ça qu'on va réussir en intervention à convaincre les gens de minimalement commencer le processus pour qu'il y ait des conditions qui obligent la personne à aller chercher de l'aide, mais surtout se protéger eux-mêmes, de sortir de la situation dans laquelle ils sont pas bien, là.
Oui, tout à fait. C'est, comme tu dis, c'est vraiment un grand dilemme. Puis je pense que c'est pas nécessairement une question d'amour, mais au contraire, ça peut être même par amour qu'on va aller dénoncer la personne, par amour pour soi-même d'abord, par amour pour la personne qui vit avec le trouble mental, avec le problème de santé mentale, puis qu'on sait qu'on veut qu'il y ait accès à de l'aide, puis ça peut être une des façons ultimes justement à arriver à ce but-là. Potentiellement, pas nécessairement, mais potentiellement. Donc, super. Puis maintenant là, que la famille a pris le courage de débuter le processus, mais souvent, ça va être intimidant. On connaît pas ce monde-là. Puis on se dit, ben, ça a l'air vraiment lourd, épeurant et tout. Fait que, est-ce que tu peux nous expliquer brièvement, quand un proche a été victime d'un acte criminel, mais c'est quoi les étapes qui suivent au niveau légal? Mhm. Tu fais bien de dire que ça prend beaucoup de courage hein, pour dénoncer un acte criminel, puis on va le souligner dès les premières rencontres, là, on va souligner leur courage de l'avoir fait. Puis effectivement, monsieur, madame, tout le monde n'est pas au courant de ce que ça implique de porter plainte. On a la perception que ça se passe comme dans les séries américaines, mais la réalité est tout autre en fait. Donc la personne qui décide de dénoncer va porter plainte à un policier dans un poste de police. On va lui demander d'expliquer qu'est-ce qui se passe, de quoi elle est victime. Une fois cette intervention-là faite, le dossier est transféré à un enquêteur qui va faire une enquête, qui va contacter la personne victime également pour aller chercher un peu plus d'informations pour valider l'enquête, l'information. Ce dossier-là va être soumis à un procureur. Le procureur va analyser le dossier, déterminer s'il va porter des accusations ou non. C'est sûr que là, je mets ça en avance rapide, c'est un petit peu plus long quand même. Et une fois que le dossier est autorisé à la cour, là, à ce moment-là, c'est là que la personne accusée elle va être arrêtée, va avoir des conditions et le processus judiciaire va s'en suivre. Le processus a plein de petites étapes administratives où est-ce que la personne victime n'a pas besoin d'être là. Le moment où est-ce qu'elle doit se présenter à la cour, c'est au moment du procès où est-ce qu'elle doit témoigner devant le juge pour dire ce dont elle a été victime. Donc, elle est témoin qu'il y a un acte criminel qui a été commis. Une fois ce témoignage-là terminé, le procès terminé, le juge va rendre jugement, déterminer la personne coupable ou non coupable, et va par la suite donner sentence. La sentence va être basée sur plein de facteurs, aggravants, atténuants, l'historique de la personne accusée, tout ça, mais également va tenir compte des conséquences chez la personne victime. Puis comment le juge est au courant des conséquences, c'est que la personne peut faire une déclaration de la victime sur les conséquences du crime, qui est un droit selon la Charte des personnes victimes. C'est de se faire entendre à cette étape-ci pour dire voici toutes les conséquences que j'ai vécues suite au fait que j'ai été victime. Donc, le juge, la majorité du temps, va en tenir compte dans sa sentence et va le dire et va s'adresser directement à la personne victime, qu'il donne telle sentence pour telle raison parce que la victime a vécu telle chose. Donc, c'est quand même une étape très importante. C'est le moment où la personne victime ressent qu'elle a un pouvoir, qu'elle a aussi une importance, une reconnaissance, c'est le mot que je cherchais, une reconnaissance dans le système de justice. Oui, c'est ça. Puis c'est quand même un long processus, mais c'est super bien expliqué là. Tu sais, les moments les plus importants pour la personne, c'est le moment d'aller porter plainte au début, puis ensuite, de façon ultime, au procès. Puis entre tout ça, il y a le processus administratif qui concerne moins la personne victime, mais ça n'enlève pas d'importance, c'est à ces moments clés-là qui peuvent être vraiment intimidants de toutes sortes de façons, mais à la fois, justement, de donner tellement une grande reconnaissance. Puis oui, moi, je le dirais aussi, un sens de pouvoir sur sa situation qu'on a tendance à perdre, justement, quand on est victime d'un acte criminel. Donc, mais là, tu sais, ça a l'air simple, dit comme ça. Ah, on va là, c'est correct, puis à la fin, on va là, puis goodbye. Mais c'est sûr que en tant que proche, j'imagine que quand on vit un défi comme ça, pour traverser tout ça, mais ça prendrait un soutien externe. Puis je sais que le CAVAC offre ce type de soutien. Fait que je me demandais justement, ben, un proche qui se dit, ben, qui peut m'aider dans ces procédures légales-là, au travers de tout ça, à mettre les bons mots sur ce que je veux exprimer, etc. Mhm.
Effectivement, ça a l'air très facile quand moi je le dis, tu sais, tout est beau, puis, mais pour une personne qui n'a jamais été confrontée à ça, ça peut être stressant, même si on lui dit qu'est-ce qui l'attend, ne l'ayant jamais vécu, ça peut amener beaucoup de stress. Donc, déjà d'emblée, puis c'est ce qui est un peu méconnu aussi de nos services, la personne n'a pas besoin déjà d'avoir dénoncé à la police pour pouvoir avoir accès au service du CAVAC. On peut même l'aider à déterminer si elle doit dénoncer ou non à la police. Donc, par exemple, une personne qui nous écoute aujourd'hui pense être victime d'un acte criminel, appelle au CAVAC de sa région, on la rencontre dans un bureau, il y aura une intervention psychosociale qui sera faite auprès d'elle, elle va nous expliquer qu'est-ce qu'elle vit, on va pouvoir lui dire, selon notre expérience d'intervenant, si ça semble être un acte criminel, puis voir avec elle, peser la balance dans le fond. Qu'est-ce qui ferait qu'elle porterait pas plainte, qu'est-ce qui ferait qu'elle porterait plainte, mais dans tous les cas, prendre soin d'elle. C'est ce qu'on va mettre comme objectif principal. Une fois que sa décision, ce sera de porter plainte, à ce moment-là, on va pouvoir l'accompagner dans chacune des étapes. Dans certaines régions, c'est même possible d'accompagner la personne au poste de police pour porter plainte. Mais par la suite aussi, on va pouvoir la préparer à son témoignage au procès. On peut l'aider à rédiger sa lettre sur la déclaration de la victime sur les conséquences du crime. On parlait de date administrative, on va appeler la personne pour la tenir au courant d'où en est rendu le processus judiciaire. Donc, tout Wow. ça, puis, mais c'est surtout, là, je parle beaucoup de l'accompagnement, mais dans tout ce processus-là, il y a une intervention psychosociale aussi qui est faite parce que c'est pas un long fleuve tranquille. La personne va vivre des montagnes russes d'émotions tout au long du processus. Donc, on sera là à chacun des moments de découragement, des embûches, des difficultés. On va être là à ce moment-là pour les aider, les soutenir. Puis si la personne ne souhaite pas dénoncer, au début, elle décide de ne pas dénoncer, on sera là, elle aura accès à nos services de suivi psychosocial pendant le nombre de rencontres qui est nécessaire pour pouvoir justement travailler sur les conséquences. On va y aller peut-être plus en réduction des méfaits si l'abuseur, par exemple, habite encore chez elle. Donc, on va travailler avec ce que la personne veut. On n'ira jamais à l'encontre de sa volonté. Oui, je trouve ça super intéressant que tu abordes les deux côtés, que la personne victime décide de porter plainte ou pas, mais elle ne sera pas seule, puis personne ne va aller lui taper sur la tête de dire, ben, tu es victime, tu dois absolument porter plainte. Non, on l'accompagne selon ses besoins à elle, selon ses convictions, puis dans le respect surtout. Donc, je pense que c'est vraiment précieux juste de ne pas être seule, de ne pas rester seul dans une situation aussi difficile, peu importe la décision qu'on souhaite prendre pour la suite, puis qui peut évoluer aussi comme décision au travers du temps. Oui, comme tu le dis, de ne pas rester ça. Oui, on parle du CAVAC, mais que la personne, dans son entourage aussi, qu'elle en parle aux gens autour d'elle. Nous, on est là du lundi au vendredi, de 8 à 4, mais dans son entourage, c'est important. Puis la honte et la culpabilité qu'une personne victime va vivre suite du fait d'avoir été victime de son proche, bien, il va faire en sorte souvent qu'elles vont s'isoler. Donc, vont moins être à même de parler de ce qu'elles vivent chez elles, dans leur intimité, à leurs proches. Donc, ça va vraiment à l'encontre de ce que tu disais tout à l'heure, que c'est important de le faire. Fait qu'on le répétera jamais assez. Faut pas avoir honte, faut pas se sentir coupable, mais surtout, faut en parler. Tout à fait. Puis c'est tellement normal de tout vivre ces émotions-là, mais à chaque fois qu'on se sent tout seul dans quelque chose, faut se dire que vous n'êtes pas tout seul à vous sentir tout seul. C'est comme une règle Exact. universelle, on dirait, là. Il y a tellement de gens qui se sentent isolés pour toutes sortes de situations. Puis quand on sort dans le monde ensuite, puis qu'on a le courage, encore une fois, d'ouvrir la parole sur le sujet, ben il y a 10 personnes en arrière qui disent hey, mais j'en avais jamais parlé, mais moi aussi j'ai déjà vécu ça. Hey, moi j'en avais jamais parlé, mais j'ai vécu ça avec telle personne. Merci d'en parler. Puis pour chacune des personnes de partager cette vulnérabilité-là, mais ça peut être une belle source de connexion, une belle source de rétablissement, de regagner du pouvoir, encore une fois, ou autre. Donc, voilà, il y a toutes sortes de ressources qui existent, que ce soit dans votre vie personnelle ou d'un côté plus soutien grâce au CAVAC. C'est vraiment intéressant là, de voir ce que vous pouvez offrir, peu importe le choix de la personne. Je pense que ça apporte une grande, grande richesse à tout ça. Puis, j'arrive vers la fin de notre entrevue.
Une des questions qui revient souvent, une des grandes craintes des proches, c'est ben, une fois qu'on s'embarque dans ces procédures légales-là de porter plainte, mais qu'est-ce qui arrive si au bout de la plainte, ben, la personne est reconnue, par exemple, non criminellement responsable? Est-ce qu'il est juste retourné en liberté, puis il n'y aura pas d'autre support, soutien d'offert? Ou qu'est-ce qui se passe si ça arrive? Mhm. Les, c'est sûr et certain que la personne ne sera pas laissée à elle-même. Les services vont demeurer présents, le CAVAC va être là pour elle. Il y a d'autres organismes aussi au niveau de la santé mentale pour les proches qui peuvent être là pour la personne. Ça demeure, ça change absolument rien. La personne qui est reconnue non criminellement responsable va pouvoir, sera hospitalisée pendant un moment, mais aussi pourra avoir des conditions pour protéger la personne victime. Au-delà de ça, par exemple, pour faire valoir ses droits, pour être informé du suivi de la personne et tout ça, je vous dirais que c'est un petit peu plus difficile. C'est pas des choses qui sont encore bien en place dans le processus en ce moment. Par contre, le CAVAC sera toujours là pour aider la personne à justement contacter les bonnes personnes, essayer d'avoir l'information, puis l'accompagner dans ce processus-là. Donc, la personne ne sera pas seule malgré pas ce diagnostic-là, mais ce verdict-là de non-criminalité, non criminellement responsable. Ouais, exact. Puis, tu sais, il y a tellement de chemins possibles à partir de là, mais encore une fois, on ne peut pas mettre davantage l'emphase sur l'importance de bâtir notre propre filet de sécurité, autant en ayant cherché des services, comme tu l'as mentionné, soit au CAVAC, dans les organismes dans la communauté, dédiés aux proches, dans votre entourage, etc. Puis de faire tout ce cheminement-là, puis si ça arrive à un contexte comme ça de non-criminalité, de non-responsabilité criminelle ou autre, mais c'est pas nécessairement un échec, hein? Donc, toutes ces démarches-là ont été faites pour une raison. On apprend au travers de ça. Il peut y avoir des prises de conscience qui se font, de, toutes sortes de chemins, justement, qui peuvent être pris. Donc, il faut pas voir ça non plus comme un échec, mais comme une partie du cheminement. Puis ensuite, ben, on voit quelles sont les possibilités. Puis comme tu dis, ben, il y en a tellement qu'on ne peut pas toutes les nommer dans le cadre de notre brève capsule aujourd'hui, mais une chose est certaine, c'est que la personne ne sera pas laissée à elle-même. Puis je pense que ça, c'est le point le plus important à souligner au travers de tout ça. Tout à fait. Super, donc ça m'amène à ma dernière question de notre capsule. Dernière question et non la moindre. J'aimerais savoir, Karine, selon ton expertise, si tu avais une chose à dire aux familles dont un proche vit avec un problème de santé mentale, qu'est-ce que ce serait? Ce serait de jamais s'oublier. C'est le réflexe de tout parent, hein. J'ai moi-même 2 ados. C'est sûr que mon premier réflexe, ce serait de m'oublier pour pouvoir les aider. Par contre, tu sais, dans l'avion, le fameux exemple de l'avion qu'on doit mettre le masque à soi avant de le mettre à ton enfant. Bien, c'est la même chose. On ne peut pas bien prendre soin de notre proche si nous, on ne va pas bien. Donc, c'est vraiment notre levier d'intervention quand on rencontre un proche comme ça, c'est il s'oublie complètement, en vient à plus dormir, ne plus être fonctionnel. Puis on lui fait réaliser, ben, penses-tu vraiment qu'en ce moment, tu es dans le meilleur état pour aider la personne? Probablement pas. Donc, c'est vraiment, puis c'est pas notre réflexe de parent que de prendre cette décision-là, mais il faut se le rappeler. Puis je le sais qu'aujourd'hui, je suis sûrement pas la première à vous le dire, puis je ne serai pas la dernière à vous le dire, mais il faut se le rappeler qu'il faut prendre soin de nous avant de prendre soin des autres. Mais merci beaucoup, Karine, pour ce mot de la fin-là. Je pense que c'est important de le répéter parce qu'on a tendance à l'oublier facilement. C'est ce côté-là tellement important. Puis je pense que notre capsule, puis ta contribution va grandement aider les proches à réfléchir à ce côté-là de l'importance de prendre soin de soi dans toutes sortes de contextes, dont lorsqu'on est malheureusement victime d'un acte criminel. Puis je suis certaine qu'on va beaucoup mieux comprendre maintenant ce processus-là ou au moins le déstigmatiser parce que oui, des gens vont au travers de ça, il existe des services pour vous accompagner, puis oser avoir le courage d'aller voir des personnes merveilleuses comme Karine pour ne pas rester seule au travers de ces défis-là.
Donc voilà, merci beaucoup encore une fois, Karine, pour ta présence, puis au plaisir. Merci Marie-Ève.